Bienvenue à tous. Je suis absolument ravi, donc comme je le disais, d'introduire ce forum qui va parler sur la négociation de l'intelligence artificielle. Et en propos introductif, je voulais rappeler pourquoi, avec Christian Lévesque, qui devrait pas tarder à nous rejoindre, on a eu l'idée de ce forum. Et on a, au travers des 2 journées qui sont déroulées de cette conférence, on a déjà eu à multiples reprises l'occasion de voir à quel point la technologie transformait le travail et à quel point l'intelligence artificielle vient transformer le travail. Hein, quand on pense aux décisions de recrutement, de rémunération, de licenciement, de promotion, d'attribution des horaires, de recommandations commerciales, toutes ces tâches qui avant étaient exécutées par des travailleurs ou par des gestionnaires sont de plus en plus confiées maintenant à des algorithmes. Et donc, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase d'automatisation du travail. Et cette automatisation qui touchait jusqu'à récemment quelques entreprises technologiques comme Amazon ou les entreprises et plateformes, cette automatisation et cette numérisation au travers des algorithmes de gestion est en train de se répandre beaucoup plus largement dans tout un tas d'ensembles d'organisations. Et par rapport à cette diffusion assez croissante de la technologie, de l'intelligence artificielle, il y a eu tout un discours très positif qui s'est développé autour de l'espoir d'un travail augmenté. Et plus la recherche avance sur le sujet, plus on se rend compte qu'il y a une autre facette à cette automatisation et à cette algorithmisation des organisations, qui est la diminution du travail, tant d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif. Donc, il y a une menace, un vrai risque qui est inhérent avec cette diffusion des technologies. Et dans le discours aussi qu'on entend de plus en plus fréquemment, et sans doute à raison, il y a l'idée que pour faire en sorte que cette automatisation croissante des organisations ne rime pas uniquement avec dégradation du travail, il faut que les syndicats jouent un rôle clé pour s'assurer que le travail n'aille pas de mal en pis. Et donc, c'est l'idée même de ce forum, de ce panel, c'est de savoir comment les organisations syndicales peuvent s'emparer du sujet de l'intelligence artificielle pour en faire un thème de négociation et pour faire en sorte que l'algorithmisation ne rime pas avec travail dégradé et travail appauvri ou travail purement et simplement éliminé. Donc, quand on a réfléchi, avec Christian, on était convaincu qu'on tenait un excellent sujet de forum, et on a réfléchi à qui seraient les invités idéaux pour ce forum-là. Puis on a réfléchi à la composition en termes d'invités universitaires, invités syndicalistes, et on s'est dit, ouais, le forum idéal, ce serait ces 4 noms-là. Et au miracle, les 4 personnes qu'on a sollicitées ont très gentiment accepté de participer à ce forum. Donc, on est absolument ravis de vous accueillir tous les 4. Donc, je vais vous présenter brièvement. Premièrement, Virginia Douglas de l'université de Cornell, qui a très sympathiquement accepté notre invitation. Donc Virginia a fait de nombreux travaux extrêmement intéressants sur le sujet de l'automatisation, et notamment des travaux sur des bases comparatives, en comparant notamment les États-Unis et l'Allemagne. Et l'idée, c'est de voir comment l'influence des syndicats va faire en sorte que l'automatisation va se traduire par des situations plus ou moins favorables pour les travailleurs. Donc Virginia pourra nous apporter cet éclairage comparatif, notamment entre les États-Unis et l'Allemagne. Franca Salis-Madinier de la CFDT Cadre, qui est également à distance. Donc c'est une représentante syndicale française qui a œuvré notamment et qui continue d'œuvrer dans le secteur des télécoms et dans le secteur des centres d'appel, s'est emparée depuis quelques années déjà du sujet de l'intelligence artificielle en France. Et Franca porte la voix des travailleurs sur le sujet de l'IA, aussi bien en France qu'au niveau des instances européennes. Et elle a développé un discours aussi sophistiqué qu'intéressant sur l'impact de l'IA sur le travail. Et elle a d'ailleurs commis un ouvrage dont je vous recommande la lecture sur l'impact de l'IA sur le travail et comment les syndicats peuvent s'emparer de l'IA et doivent s'emparer de l'IA pour en faire un sujet de négociation. Nous pouvons aussi compter sur la présence de Christian Cyr, qui accompagne le CRIMT de longue date dans ses réflexions sur les impacts de la technologie. Bonjour tout le monde. Sur les impacts des technologies dans le monde du travail.
Et Christian, donc, outre le développement de cette réflexion sur l'impact de la technologie, va bien nourrir sa réflexion sur tout son travail qu'il fait en tant que syndicaliste, puisque Christian coordonne toutes les négociations dans le privé au titre du syndicat de la CSN, et ça en fait un certain nombre, fait des centaines de milliers de travailleurs, si je ne m'abuse, couverts par les négociations que tu chapeautes, dont des travailleurs dans le commerce, dont des travailleurs dans les épiceries, dont des travailleurs dans la logistique, qui sont très directement confrontés aux impacts de la numérisation et de l'algorithmisation du management. Et puis enfin, dernier participant, last but not least, nous avons la chance de recevoir Thomas Coccan, professeur au MIT, donc on ne présente sans doute plus, dont la contribution au champ des relations industrielles est absolument majeure et qui très récemment a entrepris une initiative que vous avez présentée brièvement ce matin, qui consiste à développer un programme de formation conjointement avec la Confédération syndicale américaine pour former les gestionnaires et surtout les syndicalistes aux enjeux de changement technologique pour que justement ces acteurs s'emparent des sujets technologiques pour en faire un sujet de négociation collective. Donc voilà les 4 personnes qui vont contribuer à ce forum et qu'on a organisé, articulé autour de 3 temps. Et le premier temps va consister à s'interroger sur les changements principaux alors c'est une question à laquelle on a été un peu vache parce que c'est une question extrêmement large et complexe et on ne vous donne que 5 minutes pour y répondre. La première question qu'on va vous poser, c'est d'après vous, d'après les études que vous avez pu mener dans vos pays respectifs, quels sont les principaux changements que vous avez pu constater en termes de dynamique de travail et d'emploi en lien justement avec le déploiement de l'intelligence artificielle et du management algorithmique. Et pour répondre à cette question de la transformation générale du monde du travail en lien avec les nouvelles technologies, nous allons tendre le micro dans un premier temps à Thomas. When it comes to technology, I think we've got to first make sure that we understand that the biggest effects of technology are to change how we work. There has been too much emphasis on, our robots going to eat all our jobs, or is AI going to be smarter than us and take away all of our work. Those have been largely debunked, and yet we all are exposed to these technologies, particularly AI, in how we work. As we're doing here and with Zoom, you couldn't have Zoom without a very substantial amount of artificial intelligence tools put to work to make it possible. And so I think we need to understand that when it comes to dealing with these technologies, we all need to become facile in using them in some fashion, but we also have to have the social skills to communicate with them, to use them. So the Zoom technologies that we're taking advantage of now and in our teaching require a new forms of communication. And that means the ability to use these technologies creatively. And that's where the workforce comes in so effectively. And so it's so important because we have the knowledge of how we do our work. And we have the knowledge of how we can change how we do our work and how we can put artificial intelligence to good uses if we are given the opportunity, or if we negotiate and have the power to gain a voice in these decisions. And that's really a central point that I want to make. And I want to make it by emphasizing that the key decisions about how technologies are going to be playing out in our workplace are decisions that are made way up front in first defining what's the problem we're trying to solve with technologies, and then how do we design it in a way that complements how we work and complements the work process and allows us to change our work processes to make these technologies really be most effective, most productive, and produce the highest quality jobs. And so that's the framing that I bring to this. It's based on a lot of work by my colleagues and students, some are our own, in industries as diverse as automobiles, IT, healthcare, where
some of this really good work was done. So let me talk about some of these industries and how is it playing out. Let me start with healthcare. Healthcare is a big user of artificial intelligence. Now you would, and I don't mean it's the stuff that IBM tried to sell to the healthcare industry by saying we can diagnose diseases better than the docs. That failed because again, IBM in its infinite wisdom didn't listen enough to the cultural differences between doctors in the United States in the big research hospitals where they were using them to try to develop the algorithms, and how healthcare is delivered, for example, in India or in developing countries, or even in Europe, where there are very different patterns of interaction and different ways of diagnosing diseases. And so the inability and different types of diseases and different responses to disease by people in different countries with different symptoms. So not all people who come through with certain symptoms have the same diseases. And docs figure that out because they're in the room with the patient or the nurse practitioners or the nurses in particular, because they see those patients and they can use their embedded knowledge and training to sense out those differences. That's how healthcare needs to use technology. And so we see it, we've done a study, a series of studies at Kaiser Permanente. I mentioned it this morning. A student of ours did the early study showing when they introduced automated medical records at Kaiser Permanente, they first ignored the fact that they need to listen to workers in the union, and it didn't work very well. There was a lot of resistance. Then they started to integrate workers and unions into the process, and they had a negotiated agreement to protect workers from layoffs. And so then they started to see the effects in clinics, positive effects on performance in those clinics. That lesson is now carried over. They're opening up a series of new outpatient clinics in Southern California. And they took that lesson and said, look, when we redesign these clinics, we want to use tablets and laptops and kiosks and lots of visual presentations of data for physicians and for patients to see in small rooms, for workers to, for people to channel workers through the clinic in new ways. And they brought the workforce in. And they said, how do we reconfigure the physical layout? How do we reconfigure the technology to do this? How do we use all of this information and get it onto your tablets or laptops? And then they simulated it through walkthroughs of clinics that they mocked up in a room. And I watched them do that. And then I watched the IT person over there in the corner taking notes and making adjustments and listening and saying that doesn't work, but if we had this information on our laptop, we could be more effective. That's the way in which AI is really now paying off effectively in these clinics. Now, it's not the big scary AI that everybody talks about, but it's all the little algorithms that set up how the technology is going to show up on the laptops or the tablets of those nurses and clinicians, and how it's going to be visualized on the screen. And that's what makes their work more effective and their patient care more effective. So when we think about AI in healthcare, we shouldn't think about the scary stuff as much as we think about all of these small innovations to make sure we get those principles right. Now, we're also see it in the HR area. I want to give you another example around lifelong learning. We all know that learning and training is important, but in industry today, there's really a transformation of training systems going from training to workplace learning, using a lot of the resources of edX and Coursera and other external resources and ones that companies are developing to make it accessible to all workers. And now I'm going to use IBM in a positive way, because we did a case study at IBM
where they have transformed their training system to a learning system supported by AI, so that as making it accessible to all workers, making setting an expectation they want all workers to participate and to use it, and then integrating it into their HR system. So if I'm just a clerk at IBM, some sort in an office, or an engineer, I can go online and I have a profile. Here's my skills, here's my job, here are my specifications for the job, here are the qualifications, here's the job ladder that I could be promoted to if I wanted to try to get promoted. Here are related jobs that are growing in my area that are needing new skills. And here's a set of courses, resources that you could take online at your own discretion during your work time or off work hours. That's up to you. And they're broken down into small modules. And then they're supported by the AI system. So if I take a course, it gets recorded into my personnel record and it gets filtered in. And if I take enough courses to get certification, what they call a badge, then that gets recorded. And that is available then in the internal labor market to other supervisors who are looking for the skills that I now have. Now, that can be abused. That's a lot of personal data. And so the other thing that we have to worry about with AI is who owns those data. I wish I could say that that problem has been solved. Europe is way ahead of us with your general requirements on this. And probably hear this from my colleagues on this panel. The US is way far behind, and there isn't as much control over the personal data that goes into these systems to build the AI infrastructure. And then what happens to it and how it's monitored. This is a big issue. I bet we'll hear about that from Jenny in telecommunications. It's a hot topic in that industry for all the obvious reasons. So there are a lot of challenges associated with AI. It's an opportunity to improve the nature of our jobs. If, again, employees are involved in helping to shape it and have some control over how it's used, not to resist it, but to make it work more effectively than otherwise. Now, it's also used in a lot of other HR applications in the United States, and this has grown enormously. And it has some positive effects, but it has many limiting and narrowing effects of who gets through this maze of AI little prompts to say, I will get through this because I have the right stuff on my resume or on my LinkedIn page or whatever. But you might not, because you have defined your skills a little bit, even though you're more qualified or we're equally qualified. That AI is controlled by the HR, by the vendors. The HR people don't even understand it. And I asked them at a conference, so if you don't understand it, why are you using it? You're going to get sued. And indeed, they have been in lots of companies because they can't explain why I got the job and you didn't. And if you complain or file a grievance or a complaint with an agency or just appeal it within the company, if the HR people can't explain it, then there's a problem. And so when we design these algorithms, the people who are involved in it, including the HR people, need to be part of the process so that they can avoid discriminatory results, so that they can avoid stupid results like I define my skills better than you did, and therefore I get passed through the system to a final stage or something, and somebody else does it. So we're seeing a lot of it. There's no question about it. We're seeing some real advances with it, but we're seeing some real abuses of it. We can't, I teach a course on this now to worker representatives about what do unions and other worker representatives need to know about new technology in order to better engage it. And so I use these examples, but I emphasize being involved in the earliest stages of this process is critical. It's very difficult for them to get access there. They need to understand that they need to negotiate for that. And that's where they need to be. So I think it's an exciting time, but we got a long, long way to go to make sure that we use these technologies to improve the quality of work and not to replace workers just because the technology might, they believe,
be able to lower labor costs. Merci beaucoup, Tom, et pour ces exemples très éloquents sur le système de santé, enfin, le secteur de la santé. Virginia, on vous cède la parole pour en savoir plus sur comment les technologies et l'IA transforment le travail dans le secteur des télécoms et des centres d'appel aux États-Unis et en Allemagne. Merci beaucoup. Thank you very much. So I'm going to approach the question slightly differently. I think it's great that Tom started out with this really optimistic and kind of encompassing answer, also talking about the positive ways in which workers were trying to shape technologies. I just want to say that I will get to that in the answers to the other questions, but I'll try to stick to my 5 minutes in answering this particular one. And here the story, I think, is a bit more negative, or at least more challenging. So it's sort of setting up the challenges that I've seen. My research is focused, as you said, on the ICT industry, so IT and telecoms. And I've been focusing on call centers in a study with Sean O'Brady, who's here at Crimped. But I've also been looking at back office programming and IT support jobs. And as I've tried to write up what I've been finding so far, I've talked about these 3 different kinds of effects that digitalization and AI have had on workers in this industry. And again, focused mostly on the call centers, but not only. And I call those labor replacing, labor controlling, and labor displacing. So first, labor replacing. This is the kind of scary story about automating work that we often hear around call centers, but I'd say, or around AI, digitalization, but I'd say in call center and back office jobs, it really is true that there is a lot of automation that's happening, right? So you have chatbots and voice bots that are taking over, answering easier customer questions. You have robotic process automation that replaces a lot of back office jobs, and also kind of peels off more offline work that contact center agents, call center agents used to do, like checking connections or entering orders, creating invoices, this kind of thing. And then you have a whole range of AI-powered tools that help agents find information more quickly or help engineers diagnose network problems. I think these are kind of more in the line of what Tom's talking about in his healthcare examples. But basically, it does make workers more efficient, right? They can do more than they used to be able to do. And so all of these things together have a particular impact on work and employment. So at every major ICT company I've looked at, thousands of jobs have been lost because of these technologies. And sometimes you don't see it because it's in the subcontractors first, like back office work, or it's subsidiaries that are in Eastern Europe or in other countries, in India in some cases. So a lot of those simple jobs are being cut. But then there are these kind of contradictory effects for those workers who are left. So on the one hand, jobs are more complex and intense because the simple jobs have been peeled off. The breaks from taking calls are shorter because you're not doing a lot of that follow-up work that you used to be doing. And there also might be then this more contradictory like de-skilling thing that's happening. So for example, in Germany, I heard worries from unionists that higher skilled engineering jobs might be downgraded in terms of pay, and managers were starting to talk to them about this because they had AI-based systems guiding their work. And so actually someone with lower qualification could now do that job. So it's a sort of, on the one hand, work could be more intense and complicated. On the other hand, it could be lower skilled. And so I think that's that fuzzy space where what Tom was referring to, there's a lot of negotiation, there's discussion, there's just decisions about work design that make a big difference to the outcomes. And then the second area of change is, or of impacts of technologies, are labor controlling. And this is where the analytics and algorithms come in. It's more focused on monitoring and directing workers. And so speech analytics is a big tool. I'm sure Franca can speak at length about this in France in the telecom sector, but it's increasingly applied to coaching. So basically all agent calls can be recorded, transcribed, and then AI combs through the transcripts to look for patterns or anomalies. And there are these tools on agent screens that are connected to this kind of real-time speech analytics, where agents get cues like speak more quickly, or maybe use a little bit more empathy in your tone of voice, things like this.
And then there's also a whole range of video monitoring tools. So AI-enabled recording and screenshots. There's a kind of scanning for anomalies. So as workers are working from home, they may have clean desk policies, and the video would then be recording and say, oh, they notice that your desk is not clean or there's a child in the background, you get in trouble. You have predictive or HR analytics that are doing things like hiring or identifying training needs. There's something called behavioral routing. I talked to a manager who was a data scientist. He was very excited about this. He said, oh yeah, now we can match people calling in to the agent based on their personality or their tone of voice or their past experiences calling, or even their age and gender. He was like, I know that there may be some kind of ethical problems connected to this, but we find using our modeling that this really predicts, good call outcomes. And so, that kind of thing looks a little bit scary for the works counselors and the workers. So this group of these labor controlling kind of algorithmic technologies raise different concerns for workers. There's obvious data privacy issues that have been well talked about, and I can discuss later how unions are trying to deal with it. But also fairness, right? Removing certain decisions from humans, and workers then find it harder to contest them or even to know why they're being evaluated based on certain metrics. And then finally, just that all of these tools are intensifying monitoring that these workers are already facing in their jobs. And that we know from research, right, raises stress, increases burnout. And so trying to figure out how to reduce those kinds of problems and also have some control over the human side of these technologies, right? Make sure there's a human making decisions can become quite important for unions and works councils in monitoring this, which again, I'll talk about later. And then the third effect is labor displacing. And this is connected to things like cloud computing and faster data speeds, which are really in the background of why we can now use all these AI tools. But on their own, they also make it easier to move a lot of ICT jobs, including to work from home, which I've already talked about, right? And that was sped up during the pandemic. So it could mean that it's easier to move more contact center and IT or programming jobs to freelance contracts as a result, or crowdsourcing platforms. This also creates all kinds of problems for unions and works councils and how they're going to represent those workers. How do they reach them when they're in their home? How do the workers form bonds of solidarity with coworkers? And these are all things that unions are trying to figure out, but that they have real impact on the job and the labor process and the quality of workers' experience. So I'll end there. Merci beaucoup, Virginia, pour ce scénario du pire qui semble se dessiner d'après vos études dans le champ des télécoms et des centres d'appel. Christian, est-ce que le paysage, le constat est aussi dramatique au Québec, d'après les négociations que vous avez pu accompagner dans le secteur privé? Mais en fait, dans un premier temps, le Québec est en retard dans l'investissement comme il est toujours depuis plusieurs années. C'est en partie dû au taux de change, là, parce qu'on fait beaucoup de commerce avec les États-Unis, puis notre taux de change fait en sorte que, comme on est compétitif avec notre taux de change, on a moins d'intérêt à investir pour améliorer notre productivité. Fait que ça, c'est déjà une culture qu'on a ici qui fait en sorte que de faire un investissement, c'est pas dans l'ADN comme ça peut l'être, entre autres en Europe, là, en Allemagne, où est-ce qu'ils sont beaucoup en avance quand vient le temps d'augmenter la productivité et de mettre des nouveaux équipements. Il y a aussi qu'on est dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de PME. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que les structures des PME sont plus restreintes. Les gens qui sont aux ressources humaines, qui sont au développement informatique, c'est pas comme dans une grande entreprise où est-ce qu'ils ont des grands secteurs, des grands secteurs d'activité à ce niveau-là. Donc, d'investir et c'est plus difficile, ils n'ont pas personne nécessairement pour s'occuper de ce genre de développement. Puis pour eux, d'amener des nouvelles technologies, souvent, c'est bon, ça veut dire il y a de l'informatique qui rentre, j'ai pas d'informaticien, il va falloir que je donne un sous-traitant. C'est toutes ces questions-là qui se posent là, quand tu as une petite entreprise. Donc, ça ralentit
des investissements, puis on est toujours un peu en retard là-dessus. Il y a aussi le fait que le vieillissement de la population est aussi chez les propriétaires d'entreprises. Et quand tu es à la fin de ta carrière, tu as peut-être moins le goût d'investir pour aller plus loin. Tu veux juste finir ton temps puis passer l'entreprise par la suite. Et ça aussi, ça peut avoir un effet sur le ralentissement. Et aussi, ça fait drôle, la pénurie de main-d'œuvre actuellement ralentit l'investissement. Pourquoi? Parce que quand tu introduis de l'intelligence artificielle dans une entreprise, ça fait en sorte souvent de changer complètement la façon que tu fais ta production, puis de changer des équipements d'endroit, puis ça peut changer ta séquence de production. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas une entreprise qui veut prendre un risque puis dire je m'en vais avec tout ça, puis je ne sais pas si je vais produire le lendemain matin, mais je prends une chance. Ils ne font pas ça, les entreprises. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre en parallèle la nouvelle production. Ils vont continuer leur production actuelle en mettant en parallèle la nouvelle production. Et ben, par la suite, une fois que là, la nouvelle production est testée et que ça va bien, là, ils vont lâcher l'ancienne. Donc, pour faire ça, ça prend un surplus de travailleurs pendant la période de transition, puis on n'en a pas au Québec actuellement. Fait que ça aussi, c'est un frein qui est important. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, là, puis je vais en parler plus précisément tantôt, mais quand la presse, le journal La Presse, est passé à La Presse Plus, ben, ils ont dû, vous l'avez vu, là, il y avait encore des presses papier pendant un certain temps, pendant un an de temps, mais on avait La Presse Plus qui était numérique. Pourquoi ils ont fait ça? C'est justement pour s'assurer, avant de dire on lâche complètement l'ancienne production, que la nouvelle est correcte. Dans à peu près toutes les industries vont faire ça. Donc, ça c'est une réalité. Et par contre, au Québec, puis je pense que c'est commun en Amérique du Nord, d'après ce que j'ai entendu aussi aux États-Unis de la dernière intervention, les employeurs aiment beaucoup faire de la surveillance des employés. Et l'intelligence artificielle permet de faire ce type de choses-là. Et ça, là-dedans, les employeurs ont tendance à vouloir investir. Et je vais vous donner un exemple, là, puis c'est surtout que c'est maintenant l'intelligence artificielle, c'est eux qui, à cause de l'intelligence artificielle, c'est la machine, c'est même pas une machine, c'est un bac qui dicte la cadence puis qu'est-ce que tu as à faire comme travail. Je travaille dans un entrepôt, j'ai des pelules dans mon entrepôt. Plein de pelules parce que, bon, c'est PJC. Okay? L'entrepôt de PJC qui sont bâtis il n'y a pas si longtemps là, à Varennes, ils ont changé complètement leur modèle d'entrepôt. Auparavant, là, le préparateur de commandes s'en allait avec une feuille, avec des collants. Sur le collant, il était inscrit « Voici telle sorte de pelule pour le client ». Là, tu t'en allais avec un bac, tu prenais la pelule, le pot de pelule, tu le mettais dedans, tu passais au prochain, tu mettais l'étiquette dessus, tu faisais ça, et tu te promenais dans l'entrepôt pour ramasser finalement une caisse que tu fermais, puis que tu mettais l'étiquette du client, puis là, tu envoyais dans le camion. Maintenant, c'est un paquet, il y a je ne sais pas combien de kilomètres, puis là, on parle de kilomètres, je pense qu'il y a 3 kilomètres de convoyeurs dans l'entrepôt. C'est tous des convoyeurs, et c'est les bacs du client qui passent devant le préparateur. Le préparateur, quand le bac arrive, il pèse sur le piton, ça donne le nom du client, puis ça dit qu'est-ce qu'il faut qu'il mette dans le bac. Fait que lui, il surveille, il choisit en arrière de lui les items qu'il doit mettre dans le bac s'en va, il s'en va au prochain préparateur jusqu'à la fin. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'autonomie parce que, puis ça, c'est la même chose dans tous les entrepôts, ils ont introduit ce genre de système-là. C'est qu'avant, si le matin, tu files bien, on est mardi matin, pris une belle nuit de sommeil, l'employeur te demande de faire 500 produits à l'heure, 400 produits à l'heure. Ben, tu en fais peut-être 800 au début de ta journée, puis en fin de journée, tu es plus fatigué, tu descends. Là, ça amène certaines, ça a changé beaucoup d'habitudes chez les gens, qui là, ils sont tributaires de ce qui s'en vient devant eux. Et l'employeur, c'est exactement ce qu'ils ont fait, là. Ils savent à quelle heure le bac a passé, qu'est-ce qu'il y avait à mettre dedans. Ils savent absolument tout. Donc, ça fait en sorte qu'ils travaillent dans un espace de travail plus restreint, qu'ils se promènent moins, et il y a des difficultés physiques qui sont apparues. Plus de maladies musculo-squelettiques qui sont apparues parce que là, il n'y a pas de temps de repos beaucoup entre les bacs, puis les produits sont tous à peu près à la même place. Fait que là, ça a amené ces problématiques-là. Donc, dans un premier temps, je
vais leur donner des explications plus détaillées sur d'autres choses plus tard. Merci beaucoup. Donc, le constat, c'est qu'au Québec, un petit retard, mais quand l'IA est introduit, on constate quand même une sorte d'amazonification de la chaîne logistique locale. Merci beaucoup, Christian. Franca, on vous écoute pour partager votre témoignage et votre opinion sur les changements du monde du travail constatés en France et au niveau européen. Oui, merci beaucoup. Bonsoir de Paris. Il fait déjà nuit depuis quelques heures, mais voilà, c'est une grande chance que Zoom nous permette de se connecter à distance. Donc, il y a aussi des opportunités dans ces systèmes, naturellement. Nous ne pourrons pas les nier. Moi, je fais partie du premier syndicat français qui s'appelle la Confédération française démocratique du travail, donc la CFDT. Et je suis en Europe où je siège pour mon organisation syndicale au Comité économique et social européen qui donne des avis de la société civile sur les régulations et les initiatives législatives de la Commission du Parlement européen. Donc, première chose, d'abord, peut-être l'Europe, globalement, c'est le continent qui régule, essaye de réguler le plus l'intelligence artificielle. Donc, ça a commencé avec des lignes directrices pour une intelligence artificielle de confiance, parce qu'en Europe, on pense que la confiance dans ces systèmes permet aussi l'accroissement des fonctions et donc aussi l'innovation. Mais si les gens n'ont pas confiance, si les sociétés, les citoyens n'ont pas confiance, alors il y aura beaucoup de réticence à travailler avec ces systèmes, à donner leurs données, etc. Et donc, ça peut aussi être un empêchement pour l'innovation. Ceci dit, les collègues canadiens donc, du Québec qui viennent de dire que les PME utilisent peu d'intelligence artificielle parce qu'ils n'ont pas la capacité pour investir. C'est la même situation ici en Europe. C'est surtout les grands groupes qui introduisent ces systèmes avec l'espérance des gains, des productivités massives, une compétitivité accrue et éventuellement une innovation. Donc ça, c'est un peu, je dirais, la situation en Europe. On n'a pas encore, parce que je voyais une question sur les chats, négocié ou adopté le règlement sur l'intelligence artificielle. Il est en cours de négociation entre le Parlement, le Conseil d'Europe et aussi la Confédération européenne des syndicats qui trouve justement que ce règlement parle très peu des travail et des travailleurs et donc très peu de leurs droits lorsqu'on introduit ces systèmes. Alors, moi, je vais un petit peu peut-être dire deux ou trois choses sur les changements que nous observons principalement. Donc, d'abord, peut-être une attitude qui ne doit pas être ni technolophile ni technophobe. La technologie, c'est ce qu'on en fait. L'essentiel, c'est que l'humain puisse avoir les contrôles. Et aujourd'hui, on voit que dans beaucoup de situations, ces contrôles peuvent échapper. Donc, première question, l'IA, comment elle est introduite? Est-ce qu'il y a des négociations là-dessus? Eh bien, globalement, non. Ni en Europe, ni en France, pas beaucoup de négociations sur l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA, souvent, se greffe, elle est embarquée dans des applications ou des ordinateurs qui existent déjà. Donc, en Europe, en général, il y a une obligation de consulter les travailleurs lorsqu'il y a une introduction de nouvelles technologies. Mais si on introduit l'IA dans des technologies qui sont déjà utilisées, on considère qu'il n'y a pas obligation de consulter. Ça, c'est la première chose. Donc, très peu d'informations. Deuxième chose, les travailleurs ont peur. Ont peur de ne pas comprendre cette technologie. Les mots comme algorithme fait peur. Et donc, ils ont absolument besoin de formation. Pour pouvoir négocier ou dialoguer, il faut comprendre de quoi on parle. Et aussi de poser des questions à leur entreprise, à leur direction. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Pourquoi faire? Quelle finalité? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle peut discriminer? Est-ce qu'elle peut rendre la qualité du travail moindre? Est-ce qu'elle peut enlever de l'autonomie aux personnes, aux travailleurs, etc. Donc, ces choses-là, pour l'instant, n'existent pas beaucoup et même, je dirais, plus
les DRH et les directions, souvent, ne savent pas qu'ils sont en train d'utiliser de l'IA. Et donc, eux aussi, ils ont besoin de formation. La première, après, changement important, la pandémie Covid y a contribué fortement parce qu'il y a eu une accélération des organisations de travail et du télétravail massif en Europe comme ailleurs dans le monde, avec ce que les collègues qui m'ont précédé soulignaient, c'est-à-dire avec le télétravail, un contrôle avec des logiciels espions qui contrôlent 360 degrés du travail d'un travailleur sans les prévenir. Donc, on est obligé de frapper tout le temps sur les claviers parce qu'autrement, on est en pause. Et ça, c'est des applications qui sont dans des logiciels, pour ne pas les citer, comme Microsoft 365, qui permet un contrôle absolument global. Et donc, en France et en Europe, il y a une régulation qui dit, le règlement général de la protection des données, qu'un travailleur ne peut pas être contrôlé de manière illimitée. Donc, les contrôles se négocient. Pourquoi faire, quand et comment. Donc, ça, c'est quand même un gros changement. Vous l'avez dit, le travail des plateformes, avec toute la tendance quand même de ces modèles qui se généralise et augmente, donc une tendance à la hausse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, en Europe, il doit y avoir 2,5% des travailleurs qui sont travailleurs de plateformes et qui dépendent de ce travail pour vivre. Donc, encore pas beaucoup, mais en exponentielle augmentation. Et avec ce travail, donc des travails atypiques et précaires, et où les questions de santé et sécurité au travail sont posées et se posent fortement. Mais les questions de santé se posent aussi pour tous les travailleurs parce qu'on a les problèmes de l'hyperconnexion. Donc, on a les problèmes de l'intensification du travail et une exponentielle augmentation des maladies mentales. Dépression, stress, burn-out, c'est aujourd'hui les maladies silencieuses qui ne sont pas des blessures physiques comme à l'époque de l'industrialisation et qui donc passent, voilà, mais qui provoquent beaucoup de dommages pour les personnes d'abord, mais aussi pour la productivité des entreprises et aussi pour les caisses de la sécurité sociale. Et puis nous avons les métiers qui peuvent être certes remplacés, mais la plupart des métiers sont surtout changés. Donc, parce que lorsqu'on introduit des technologies, par exemple chez les traducteurs, des machines qui peuvent traduire ou l'interprétariat qui peut être fait par une machine et par une intelligence artificielle, eh bien, le travail il est en train de se modifier. Et donc, il y a un enjeu très important de comment on anticipe ces changements et comment les compétences aussi des travailleurs qui occupent ces postes sont mises en adéquation, parce qu'autrement, les gens se retrouvent sur le bord de la route. Et ensuite, vous avez parlé, moi je parle d'un Watson qui a été introduit en France dans une banque en 2016, donc pour la gestion des mails, pour la prise de rendez-vous, etc. Donc, il libère, ces Watson d'IBM, du temps des conseillers clients. Mais alors, derrière, il y a un choix. Qu'est-ce qu'on fait de ces temps libérés? Est-ce qu'on licencie parce qu'on a moins besoin de conseillers pour faire ce travail? Ou est-ce qu'on investit dans la qualité de leur travail, c'est-à-dire, par exemple, on dédie des tâches plus intéressantes comme la qualité client, etc. Donc, il y a des banques qui ont choisi l'option de reconvertir ces travailleurs en partie sur des tâches plus qualitatives et d'autres qui ont licencié. Donc, le même outil peut provoquer deux choses différentes. Et voilà, donc les métiers qui changent, pas beaucoup de formation et pas beaucoup d'anticipation. C'est un peu aujourd'hui les constats, sans oublier, bien évidemment, la tendance aussi aux délocalisations, mais qui existait déjà bien avant l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, elle peut être beaucoup plus massive si les entreprises décident de le faire. Merci beaucoup, Franca. Merci beaucoup à vous tous. Alors, on vous avait donné la mission impossible de répondre à notre question sur les changements technologiques, des changements du travail
avec en lien avec les technologies et aux surprises, mission impossible que vous avez difficilement réussi à tenir. Donc, ce que je vous propose de faire, ça va être de fusionner nos questions 2 et 3 pour gagner du temps. Et donc, la deuxième et troisième question qu'on va vous poser maintenant, c'est vu le constat que vous avez dressé et l'urgence que ce constat appelle à agir, notamment du point de vue des organisations syndicales, comment s'organise la réponse des travailleurs et comment s'organise la réponse des syndicats. Donc, Franca, vous avez déjà commencé à aborder le sujet sur ce qui facilite et ce qui freine l'action des syndicats, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment les syndicats s'emparent du sujet et puis éventuellement nous donner des pistes d'espoir sur les leviers d'action pour faire en sorte que les syndicats finissent par vraiment s'approprier ces sujets et transforment les technologies pour le meilleur et transforment le travail pour le meilleur. Et, comme j'ai dit dans la continuité, donc la première chose, c'est démystifier l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas une mathématicienne, je ne connais pas les algorithmes, je comprends un petit peu comment ça fonctionne, mais très peu. Moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue syndical, c'est les impacts. En quoi le travail change et comment j'aborde ces questions avec des outils qui sont anciens, mais qui peuvent être valables pour ces technologies. Par exemple, les changements d'emploi. Eh ben, si on les anticipe, nous avons des branches en France, par exemple, qui ont des observatoires de l'évolution d'emploi, mais dire dans la branche, voilà, dans la banque, il y a cette tendance très forte. Les conseillers clients vont réduire leur temps, comment on les forme pour faire autre chose. Et donc, comment on anticipe. Donc ça, c'est un enjeu véritablement important. Et donc, dire aux militants, hein, c'est pour ça que moi, j'ai publié ces guides, hein, l'intelligence artificielle au travail, parce que c'est une façon d'un guide qui veut démystifier et dire, voilà, interpeller l'intelligence artificielle comme une autre technologie avec des enjeux qui sont quand même un peu différents, comme par exemple la protection des données personnelles, donc le respect des droits fondamentaux, parce qu'il y a aussi des attentes au droit des grèves, par exemple, c'est arrivé avec Deliveroo, un livreur en Italie, mais aussi ailleurs, les principes de non-discrimination aussi entre les femmes et les hommes, et donc les questions aussi par rapport au contrôle illimité dont on parlait. Donc, je pense que tous ces sujets sont des sujets de négociation qui doivent être abordés en tant que tels et pour lesquels, en France et en Europe, il y a quand même des prérogatives dans les lois sur le travail, dans les codes du travail, mais aussi au niveau, par exemple, du règlement général de la protection des données. Le règlement général de la protection des données, il y a 3 articles à disposition des syndicats aujourd'hui. C'est l'article 22, qui est le droit de s'opposer à une décision prise uniquement par l'algorithme. Si je suis licencié et mon licenciement est intervenu sans aucune décision humaine, comme il peut se passer, eh ben moi, j'ai le droit de m'opposer à cette décision parce qu'il n'y a pas eu une intervention humaine. Donc ça, c'est la première chose et c'est déjà dans les règlements généraux de la protection des données. L'article 88 donne la possibilité de négocier sur les traitements, les recueils, les transferts des données personnelles. Et le 3e article, c'est aussi la possibilité d'élaborer des codes de conduite, c'est l'article 40, des codes de conduite, comment dans notre entreprise, dans notre branche, on va utiliser, si on les utilise, les systèmes d'intelligence artificielle qui contrôlent l'input, c'est-à-dire les données qui alimentent les algorithmes, comment on audite et on auditionne ces systèmes, parce qu'il faut les faire de manière récurrente, et quelle est la décision qui reste à l'humain. Voilà. Donc ça, ces 3 dispositifs qui existent, ils sont peu utilisés pour l'instant, mais je ne vais pas être avec les lunettes noires, parce qu'à l'horizon, il y a quand même... pas que mon guide, il y a aussi d'autres syndicats qui ont réfléchi à ces questions en France. Il y a l'accord européen qui a été signé par les partenaires sociaux en juin 2020 sur les transitions numériques. Il n'y a pas de droit là-dedans, mais il y a une méthodologie qui implique le dialogue social dès le départ. Voilà, donc c'est quand même un accord dont les travailleurs peuvent s'emparer. Il y a un accord en France qui est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui a été signé en octobre 2021 et qui est sur l'emploi, sur les conditions de travail notamment.
Et donc, comment on dialogue, on fait un diagnostic, et comment on dialogue là-dessus et comment on anticipe les changements, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas, et donc avec le dialogue social. Il y a en ce moment la négociation d'un accord européen sur le télétravail. On a vu que le télétravail devient un mode d'organisation très, très, très diffus, avec tous les risques qui sont quand même associés. Il y a des opportunités, mais aussi des risques, notamment les risques de l'hyperconnexion, les risques du contrôle intensif. Et donc, cet accord européen va devenir une directive, mais il est en cours de négociation. Donc, il abordera la question du télétravail, quel droit, quels horaires, quel temps, mais aussi quel droit pour se déconnecter. Et donc, il devrait devenir une directive qui donc devient une loi, je dirais, européenne pour les États membres. Et enfin, un exemple important, mais ça fait l'épilogue de mon intervention, c'est dans la caisse d'assurance retraite et santé en France, avec une agence sur les conditions de travail et une école d'ingénieurs. Ils expérimentent un dispositif de formation des partenaires sociaux sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut absolument que ces genres de pratiques deviennent nombreuses, beaucoup plus nombreuses. Mais voilà, je pense que la réponse est là, la conscience, la prise de conscience. Qu'est-ce que nous utilisons, qu'est-ce que ça implique, quels risques, quelles opportunités, comment on peut anticiper. Donc, l'anticipation, deuxième mot-clé, dialogue social, bien évidemment, dans les branches, mais aussi au plus près des situations dans les entreprises, parce que toutes les entreprises n'agissent pas de la même façon. Merci beaucoup, Franca. Donc, au rang des bonnes nouvelles, on retiendra qu'il y a de plus en plus de leviers juridiques pour que les syndicats se saisissent de ces enjeux et qu'une prise de conscience est en train de naître au sein des organisations syndicales françaises et européennes. Qu'en est-il, Virginia, dans le secteur des télécoms, en Allemagne notamment, dont la réponse syndicale semble porter des fruits plutôt intéressants? Oui, Virginia, effectivement, oui. C'est bon pour vous? Okay. Sorry, I wasn't sure if I was the next person to speak. All right, so I'm trying to think of how to bring together my answers. I think first, I just want to emphasize the kind of resources for unions. And Franca talked a lot about maybe the broader area of union responses, particularly around government investment and regulations. And certainly at the EU level, that's quite important with the AI Act. There's also a lot of things unions are doing just around trying to organize and represent new groups of workers who are more either on the periphery or these core workers who are working in IT firms and not yet organized. This is happening in both Germany and the US and certainly in other countries. And then the third area that I've really focused on in my research is how unions are trying to negotiate with already organized firms to have some influence over how they're using new technologies. And so here I think the main resources for unions in this are first, anything that helps unions share information, develop strategies, and exchange best practices. This is certainly one thing that Franca emphasized in what she in her comments. Certainly in Germany, I saw a lot of projects led by unions themselves, but also by research institutes or works councils and big firms. It's really helpful, I found, when programmers and data scientists are involved. So organizing these groups into unions and works councils in the first place is a real resource and something that unions benefit from in many ways, I think in other sectors or other kinds of workplaces. A second important resource is bargaining rights, or in Germany, co-determination rights, and very specific rights targeted to how new technologies are adopted. So in Germany, works councils have really strong rights where technology is used for performance or behavior control. It's, this certain thing, whenever I interview works councils, they distinguish where do we have rights, where do we not have rights? And this whole kind of bucket of anything that controls performance or employee behavior, you have quite strong ability to potentially veto what management wants to do. And so
that means that AI, when it's used in monitoring or coaching, can really be strongly influenced by Works Council negotiations. And I think that's one reason why you see a lot of really interesting initiatives in Germany compared to some other European countries as well. And in Germany, there's the Works Constitution Act, which governs Works Council rights, and it was actually updated in 2021. So AI-based tools get special mention, like explicitly extending consultation rights and co-determination rights in different areas and when AI-based tools are used. And also then it includes a special clause where companies have to fund an expert to help the Works Council understand changes or policies involving AI. So again, it's a big potential resource. It kind of hits those points that Franco was talking about, right? That you need to have information, you need to understand these things, and management's forced to really discuss them, but only where you have strong worker representatives already in place, right? And then that whole area of data protection rights are also quite important. The GDPR is quite important. These general data protection regulations important across Europe. And in Norway, doing research with Ines Wagner, we found in this major telecom company, call center workers were being monitored through video recording of their screens, and managers refused to negotiate this stuff with the union. But then the union took the complaint to the Norwegian Data Protection Agency, and they ruled that violated the law because employers could view employees' private emails potentially. So this ended up being a really important resource for unions to have stronger social dialogue on a range of other tech tools. And it really brought management back to the bargaining table and meant that unions were able to bring back social dialogue in a sense that had briefly been pushed to the side. So if I can then give my answer to your question about best practices, I do want to talk about Deutsche Telekom, and I'll try to say this quickly, but it's an interesting case I've been studying now for almost 20 years, and it's maybe the closest to best practice that I found in this technology regulation area. So I'll just lay out a few things that they have done in that company. So first, in 2010, there was an agreement where managers committed to first handling any potential job cuts due to automation by reducing outsourcing, right? So this was really important to convince workers that if they cooperated on changes in technology in-house, they weren't going to lose their jobs. Of course, there's still a solidarity issue because those jobs are being cut in other firms, but it does mean, at least for those in-house workers with the better jobs that are higher paid, they're not going to be shrinking or experiencing precarity. And then the Works Council of Deutsche Telekom organized this big project to study how new digital and AI-based technologies were changing jobs across the company. And they negotiated a lot of agreements based on their findings from that project. So again, it was that kind of core thing where first they really tried to understand from the workers' perspective what was happening. And then they worked with management to find some kind of mutually beneficial kind of agreement to regulate these changes. So they have an agreement on IT systems, which sets up a process where the Works Council is consulted before a new technology is purchased or developed. They have an agreement on digitalization, where management draws up a digi roadmap with all the measures they've planned across several years. And then they analyze this roadmap together with the Works Council using a big digiboard, and they talk about how all these changes are going to affect employment numbers, work content, and service quality. So I think that was really interesting also to talk to managers from their perspective. They weren't necessarily doing that planning to think about all those impacts over time. They were forced to do it by their Works Council negotiating this agreement. But then they said, well, actually, it's quite helpful for us because then we can talk over these effects with our workers. We can think about where they might be resisting certain changes. We can invest in technology in a more smart way. So in a way, it's a kind of productive constraint, use an old term often applied to Germany. And then there is also this pilot agreement at Deutsche Telekom on workforce analytics,
which states that analytics should not be used to monitor employee performance or behaviors. Databases have to be designed so all employee data is anonymous. Mathematical statistical processes have to be transparent. Automated decisions are prohibited. And it sets up this parity management labor workforce analytics expert group, which holds workshops, and then they study these tools, looks at how they're being used, and trains employees to use the AI in a responsible way. And then finally, I just want to mention this pilot project that I think is really interesting, because I kept asking, well, okay, so is AI ever being used to make jobs better in these workplaces? And I found an example at Deutsche Telekom where the Works Council was working together with the IT subsidiary of Deutsche Telekom to develop a scheduling tool that actually would give workers control over their schedules and their working time. So they were trying to figure out how could we use algorithms to help match worker preferences for their schedules with where we think call volume is going to look like, and to give them certain, points and benefits where they can trade off flexibility for some time off, things like this. And they were piloting it when I was doing interviews, and Works Council I talked to was leading the project. He said the workers really liked it, that it gave them this kind of new control over when they worked, and much more flexibility on the employee side, not necessarily just flexibility demanded by employers. Sort of using AI to resolve a problem that the workers had in the past and was potentially making their jobs better. So I will just cut it off there because I know I've already talked for a long time. Merci beaucoup, Virginia. Donc, on a vu du côté européen une réponse organisée en termes de droit au niveau européen, que les syndicats européens pouvaient aussi s'emparer du droit du travail existant pour négocier l'introduction de nouvelles technologies. On a vu que la force du dialogue social permettait aussi des changements positifs, et donc des exemples existent prouvant que l'IA peut apporter un travail meilleur. Mais en Amérique du Nord, là où les institutions et le code du travail ne sont pas aussi protecteurs qu'en Europe, comment se déroule la réponse syndicale à ces enjeux technologiques? Alors, je vous donne la parole en premier, Christian. Oui, je veux juste faire un petit bout de chemin aussi sur ce que Franca a dit tantôt. Là, eux aussi, en France, les petites et moyennes entreprises ont de la difficulté là, à investir, investissent moins. Au Québec, en 2019, 99,8% des entreprises étaient de 500 employés et moins. 53% étaient de 5 employés et moins. Donc, on vient de comprendre là, un peu pourquoi on est en retard et toujours à la remorque là, au niveau des investissements. Ça, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est l'Institut de la statistique du Québec. À la source. Pour ce qui est de la question, premièrement, on ne peut pas être contre. Si on se place contre l'introduction des nouvelles technologies, les entreprises vont le faire ailleurs. Ou soit que la grande entreprise qui veut le faire ici, si elle n'est pas capable de le faire parce qu'on se braque, ils vont aller dans un autre pays, dans une autre province, bâtir une nouvelle entreprise, un nouveau modèle avec beaucoup de technologie, soit qu'ils vont changer d'endroit au Québec, puis on ne sera pas capable de suivre comme syndicat. Donc ça, c'est un enjeu. Puis je vous dirais que ça fait longtemps que c'est réglé pour nous parce que, vous savez, dans la vague des années 2000, 90-2000, les endroits où est-ce qu'ils n'ont pas investi, entre autres dans les papetières, quand il est venu le temps d'avoir des difficultés dans les papetières, c'est les premières qui ont fermé. T'sais, à l'époque, les gens disaient, on est 3000, on veut pas tomber 500 employés parce que tu changes la production, mais ceux qui sont tombés à 500 sont encore ouverts. Parce que, justement, ils sont compétitifs, puis partout dans le monde, tout le monde s'ajuste. Donc, ça c'est une prémisse qu'il faut comprendre. Il y a des résistances au changement de la part des travailleurs, c'est sûr, quand arrivent des nouvelles technologies. Puis la résistance au changement est plus grande dans les entreprises où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de changements, justement. Quand tu n'es pas habitué à en avoir des changements, c'est sûr que quand il y a un changement, tu te dis « Oh, comment ça se fait que ça change là? Mon emploi est-tu en jeu? Vas-tu pouvoir garder mon emploi? Ça va-tu me faire travailler plus? » Bon, il y a toutes des questions qui se posent. Donc, comme syndicat, c'est à ces questions-là qu'il faut s'adresser quand survient un changement technologique pour permettre à ces gens-là d'être capables de se reclasser, d'être capables de comprendre ce qui se passe, puis d'être capables que ces gens-là restent en emploi.
À CSN, on a organisé en 2017 un colloque sur le 4.0, l'industrie 4.0. D'ailleurs, si vous allez sur le site web de la CSN, les présentations qui ont été faites sont disponibles. Et ça avait comme ça avait comme objectif de sensibiliser les syndicats que ça s'en venait, cette histoire-là, dans nos milieux de travail. Puis ce qui en est sorti du colloque, c'est que les fédérations qui sont les agents négociateurs, qui sont les gens qui aident les syndicats à négocier, ont dit qu'il faut renforcer nos clauses de changement technologique, s'assurer que les définitions des clauses de changement technologique incluent tous les types de changements technologiques pour qu'elles puissent s'appliquer, s'assurer que l'employeur ne puisse pas mettre un changement technologique dans l'industrie, dans l'endroit, et se servir d'une clause de sous-traitance pour affecter des employés qui sont plus de l'entreprise et qui sont plus syndiqués parce que dans la clause de sous-traitance, on dit que si les salariés sont pas capables d'accomplir le travail, l'employeur peut donner de la sous-traitance. Et on en a des clauses comme ça. Donc, il a fallu revisiter ces clauses-là pour éviter qu'ils servent une clause de sous-traitance puis que les gens qui sont en place perdent carrément leur emploi puis c'est d'autres personnes, souvent moins bien payées, qui prennent la place. Dans les clauses de changement technologique aussi, ce qu'on cherchait à protéger, c'est d'avoir un avis assez long. On demande un minimum de 6 mois à l'employeur avant que le changement s'opère. Donner un avis aux syndicat, aux travailleurs qui sont affectés pour permettre une discussion, pour permettre de voir c'est quoi tous les impacts de ce nouveau changement-là sur l'ensemble des travailleurs qui vont être visés, pour permettre une formation, si on est capable de reclasser les travailleurs pour qu'ils soient en mesure de rester à l'emploi puis de faire le travail et d'avoir vraiment une explication claire parce que des fois, les employeurs ne savent pas trop les impacts parce que des fois, ça vient de la maison mère qui oblige un changement. D'autres fois, ben c'est un vendeur qui leur a vendu l'idée puis ils ne savent pas exactement c'est quoi. Puis souvent, c'est les travailleurs qui vont leur dire, ben là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc, ces rencontres-là permettent ça. Puis en même temps, ça permet aussi aux travailleurs de s'approprier un peu le changement. Droit d'occuper un autre travail. Si jamais une personne n'est pas capable du tout, ben on peut-tu lui donner un droit de déplacement? Puis la personne qui est déplacée récupère les mêmes droits. Donc, elle aussi, on va la former si elle est capable de faire un nouveau travail. Et il y a des endroits où on peut négocier aussi des primes de séparation pour les gens qui, tout simplement, ne pouvaient pas se reclasser à l'intérieur. Et aussi une clause de contrôle de la charge de travail ou d'avoir un mot à dire sur la charge de travail parce que dans certains cas, comme on a dit tantôt, ça peut augmenter la charge de travail de quelqu'un, ces changements technologiques-là, ou tout simplement, ça peut changer la fonction complète. Puis, une petite nouveauté, là, c'est là où il y a de la surveillance, là où il y a du télétravail, on cherche à inclure des clauses sur la surveillance qui est faite par les algorithmes, des logiciels qui sont mis dans les ordinateurs. Donc, ça fait partie aussi des clauses qu'on cherche à négocier. Des exemples. J'ai 3 exemples. La presse que je vous ai parlé tantôt. Le premier enjeu dans la presse, c'était de faire reconnaître le syndicat dans la nouvelle entité. Parce que l'employeur voulait partir un nouveau nom d'entreprise et il disait, c'est plus la même entreprise, on fabriquera plus de journal, ça va être entièrement électronique. Donc, vous n'êtes plus là, le syndicat. La première chose, c'est qu'il a fallu dire à l'employeur, non, on veut suivre. Et il a fallu négocier une lettre d'entente pour la transition, à savoir les nouveaux emplois qui sont créés. Qui peut les occuper? Y a-t-il des gens à l'intérieur qui peuvent les occuper sur la nouvelle plateforme? Parce que là, ça change la chose. Là. Ça prend des gens qui vont être plus informaticiens, qui vont être capables de monter un site web, qui vont être capables de travailler à une conception graphique différente que sur un papier. Donc, tout ça, c'est des nouvelles qualifications qu'il y avait besoin. Puis en même temps, à l'autre bout, ben, les gens qui font la distribution des journaux, je parle pas je me souviens plus comment on les appelle, ceux qui viennent le porter à la maison, mais je parle de ceux qui partent avec le camion de l'entrepôt ou de la presse, puis qui vont les mener dans une région, puis après ça, dans la région, ils sont dispatchés, ben, eux, ils travaillaient pour la presse, ceux qui prenaient le camion, ben, eux autres, ils n'ont plus de job, là. Il n'y en a plus de livraison. Toute la question du service des abonnements, la presse est devenue gratuite. Plus d'abonnements à vendre. Fait que ces gens-là n'avaient plus de travail non plus. Fait que ça a tout été des enjeux. Puis, ce qu'ils ont négocié,
Bon, premièrement, ils ont négocié une reclassification pour celles et ceux que c'était possible. Il y a une prime de séparation qui a été mise en place. Il y a des gens qui ont pris, il y a plusieurs personnes qui ont pris la prime de séparation, même ceux qui pouvaient se reclasser. Il y en a qui ont décidé qu'ils prenaient une prime de séparation. Il y en a tout simplement profité pour changer de domaine. Et c'était quand même 3 semaines par année de service. Ça pouvait aller jusqu'à 1 an de prime de séparation. Donc, ça permet à personne de pouvoir se replacer ailleurs sur le marché du travail. Et il y avait aussi une subvention, si les gens allaient suivre une formation spécifique, il y avait jusqu'à 2000 $ qui pouvaient être remboursés par la presse pour aller suivre la formation. Et même ceux qui étaient près de la retraite ou qui étaient pour prendre leur retraite pouvaient prendre les services d'un conseiller financier qui était payé à même ce budget-là de 2000 $. Donc, ça fait partie de ce qui a été négocié au niveau de la presse dans la transition. Puis, on pense que c'est pas... on pense au départ qu'il n'y a pas beaucoup d'intelligence artificielle. Effectivement, il n'y en a pas, mais c'est l'intelligence artificielle qui a quand même rendu ça possible parce que la publicité maintenant, quand vous allez sur le site de la presse, si vous vous attardez sur la page de la publicité, ils savent que vous êtes attardé dessus. Chaque clic sur la publicité, c'est des revenus de plus pour la presse. Donc, c'est comme ça. Puis, ils sont capables de savoir maintenant avec les nouveaux abonnements, quand vous vous abonnez vraiment à la presse, ils savent quel type de consommateur vous êtes. Fait que là, ils peuvent aller chercher de la publicité. Puis, c'est là que les algorithmes jouent à ce niveau-là. Métro Richelieu, un entrepôt. C'est le même principe que je vous disais tantôt, des collants. On s'en va, on fait notre commande. Mais là, à ce moment-là, c'est avec un transporteur avec 2 palettes en arrière. Puis on met des caisses d'eau de Javel, caisses. On s'en va, puis on fait la commande pour les magasins. Rentre des casques d'écoute. C'est le casque qui te dit qu'est-ce que tu dois mettre sur la palette. Puis quand c'est trop long, il te dit c'est long. Puis quand tu vas faire une pause pipi, il faut que tu dises pause pipi. Puis quand l'employeur veut savoir où tu es dans l'entrepôt est très grand. Là. Moi, je proviens d'un entrepôt au départ. Je viens d'un entrepôt qui était de Provigo à Québec. L'entrepôt avait 150 portes de quai. Vous pouvez avoir 150 vannes de parquet. Fait que c'est immense, là. Mais quand tu rentres dans l'entrepôt, tu te dis, je voudrais parler à quelqu'un, le contremaître, il y a un écran, et ce quelqu'un-là, c'est le numéro 150 qui est à telle place. Puis ça devient toute qu'une surveillance. Puis avec ça, l'employeur a voulu mettre en place une augmentation, parce que c'est la même chose que tantôt, là, c'est que quand tu files, tu roules plus, puis à la fin de ta journée, tu donnes ta production, mais là, tu peux plus. Il faut que tu suives la cadence de ton casque. Fait que ça a un autre impact. Et ça fait en sorte que, premièrement, il y a des gens qui ont donné leur démission. Ils n'étaient pas capables de travailler avec un casque. Ils ont carrément parti des entrepôts quand ça s'est arrivé. Et là, l'employeur a voulu faire une étude de temps et mouvement pour augmenter la production parce qu'il s'est aperçu qu'il y a des gens qui roulent plus vite qu'ils pensaient. Parce que là, il sait exactement quelle caisse, à quel moment tu la mets, puis comment tu roules. Fait qu'ils ont voulu augmenter la cadence et le syndicat avait une clause sur la charge de travail dans sa convention collective. Il s'est servi de la clause sur sa charge de travail pour faire venir un expert pour venir contrecarrer l'étude en mouvement de l'employeur. Puis il en est sorti même avec une lettre d'entente par la suite. Puis ils ont réussi à faire baisser la vitesse qui était imposée par la machine. Donc, ça a été une des actions là, qui est d'un autre ordre. Une autre action d'un autre ordre, là, j'en avais pas parlé avec Vincent. Désolé. Donc, ce qu'on constate avec vos exemples très riches, c'est que les actions syndicales classiques sur la régulation de la technologie, les outils aussi pour gérer les restructurations permettent d'anticiper les changements, les conséquences néfastes des changements. Donc, il y a des outils qu'on peut réactiver, les meilleures pratiques en la matière qu'on peut réactiver. Thomas, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, comme type de réponse syndicale et surtout des types de réponse syndicale gagnantes face aux changements technologiques et à l'IA? Well, I think you're all going to be disappointed in my answer because I think U.S. unions are far behind what we've just heard from my 3 colleagues. And, certainly, the work styles involved in the
examples here in Quebec and elsewhere. U.S. unions, first of all, here's an excuse. They suffer from a handicap, and it's called our labor law. Under American labor law, unions have the right to negotiate over the impacts of technology on wages, hours, and working conditions. They have no right to bargain over the early stage design and consultation and information examples that were illustrated by my colleagues. Unless management agrees, there's nothing illegal about it, but management can say, go screw yourself, which is what they use as a technical term for enforcing labor law. And unions don't have any right. That's number one problem. But that isn't the only issue. Yes, that's a constraint. But fundamentally, unions have not really engaged this as a strategic priority in the United States, except in exceptional circumstances. If you look at how unions educate their members, as we've been trying to do as part of this online course that I mentioned that we're teaching, it's clear that they're not putting enough resources into it. Now, let me give you the counterexample. The best example that I know of, and it's probably the one that's overused, because it may not be working as well in actual practice as it is on paper, is with the union called Unite Here, which represents hotel workers around the country, hospitality workers. And in 2000, I think it was 2019, they had a breakthrough agreement with the big casinos, the gambling casinos in Las Vegas, that basically were introducing a lot of new technologies, AI and other monitoring technologies and so on, with respect to everything from bartending to drink deliveries in the casinos to cleaning the rooms. And Unite Here made a big a priority about this, and they negotiated an agreement there that was then modeled to negotiate after a 6-week strike with Marriott hotels and then some other hotels. Essentially, that agreement covers the points that were discussed by my colleagues. First of all, it gives Unite Here, the union, advance notice. You can't introduce new technologies without a minimum of 60 days notice, and for big changes, and here's where the conflict comes, what's big and what's small, 180 days advance notice. And so that gives labor or representatives an opportunity to see what the technology is, to engage with them about how it might play out. And it goes beyond, and again, this goes beyond what our labor law would require. But here's a union that's strong in the casino industry and was willing to take a 6-week strike against one of our major hotels to get it. Secondly, it gives them the right to some involvement, consultation. They call it negotiations. It really isn't negotiations, because you can't negotiate to impasse. You can't stop it. But that's really not the point. Having some time and some opportunity to have the kinds of discussions that you described, my colleagues Franca and Jenny both described, is really important, so that you can get involved in the process. Third, it provided extensive training for workers who would be most affected, and an opportunity to really learn about the technology and to be able to embrace it. And then fourth, it had a broad array of adjustment clauses that provided them rights to bid on the new jobs, to have time to adjust to the changes in technology, severance pay if they felt they couldn't adjust, or if the jobs were going away, or early retirement supplements as well. So I think that's a framework that captures what I heard in other places here today
but that's the exception. I know of, and others here may know of other examples like that. I know of no other one. The closest that we come to it is the Kaiser Permanente example that I used this morning and that I mentioned here again, because there you have unions that play a role in corporate governance, in the governance of the organization, because they have a labor management partnership. That partnership is frayed at the moment. It's got all kinds of internal problems, but fundamentally, it's a model for how unions do need to have a role with management and not quite co-management and so on, but still a right to information. And at Kaiser, they have regional level future of work committees. They call them different things in different regions, but their union and management representatives jointly look at what's coming down the road. They meet, they talk about it, they engage in discussions, and when they see some things coming, they'll often set up pilot programs to test them, and then they negotiate over how the jobs will change as a result, and whether there's new classification systems, new job designs, or more teamwork, or whatever the appropriate adjustments are. And they have a joint training program that is ongoing, that workers can access even before the technology comes, or on an ongoing basis, with jointly staff, that is management staff and union staff, who are providing counseling and advice, encouragement, and recruiting workers to get advanced training, either on how their jobs are changing, or on the jobs of the future, and ways of getting promoted to higher level jobs. I wish I could say those are the standards, standard practices, and I'm sure I know there are others, but they are the exception, and that's only in the unionized sector. And as has been pointed out, that's about 6% of our private sector labor force. So I'm afraid that I'm the bearer of bad news here. We have an enormous mountain to climb in the United States. There are examples of how to do it. We are working to train union representatives. And in fact, I will mention one other very important innovation in the US. The AFL-CIO, in its Future of Work, Future of Unions Commission report of a few years ago, recognized the need to get on with these issues. And they set up now a AFL-CIO Technology Institute at the national level, and it's staffed by very good people. And they are working with a number of universities. They're working with us on designing the course on what workers need to know about technology. They're also working with colleagues at Berkeley and the Labor Center, where they have a very active group that is studying these issues, working on these issues, and working toward a better national policy framework for dealing with technology. And they're working with other technology-oriented places like Carnegie Mellon University, leading a joint project on robotics to understand how that plays out and where unions need to play a role in that area. So there are some positive developments, but long way to go. Merci beaucoup, Thomas, pour ce constat. Alors, on peut dresser plusieurs constats de vos différentes interventions. Le premier, c'est qu'il existe quand même des leviers pour faire changer les choses, pour faire en sorte que l'IA transforme le travail pour le meilleur, même si la route est longue, difficile, semée d'embûches, particulièrement en Amérique du Nord. Le deuxième constat, c'est sans doute que je suis aussi mauvais pour gérer mon temps personnel que pour gérer le temps des conférences universitaires. Et on arrive quasiment à la fin du temps qui nous était alloué. Donc, je suis pas sûr qu'il soit vraiment opportun de prendre des questions auxquelles on n'aura pas vraiment le temps de répondre, malheureusement. Mais j'imagine qu'on va pouvoir laisser un espace
pour échanger entre nous, et les personnes qui auront des questions peuvent bien évidemment se diriger vers les panélistes pour échanger avec eux. Mais panélistes que je tiens très sincèrement et très vivement à remercier pour vos 4 excellentes interventions. Merci beaucoup à vos 4. Et puis que le dialogue continue. Donc parmi les ressources dont disposent les syndicats dans leur combat pour un travail meilleur face au changement technologique, il y a sans doute le travail universitaire, et on va faire en sorte que les universitaires aussi apportent leur pierre sur la longue route du meilleur travail. Et merci beaucoup à tous. Merci à vous et bravo pour cette organisation.